Il y a eu une chose importante qui a été faite sous Clovis. Ce qui allait devenir la France a changé de capitale. Bon, il y a la France du Sud, de Bordeaux à Nice, c'est un pays relativement indépendant du reste, était indépendant du reste à l'époque. Mais le reste a changé de capitale avec Clovis. Avant Clovis, la capitale était Lyon. Après, à partir de Clovis, la capitale est Paris. Dans cet ensemble qui va de Lyon à Liège, de Valence à Liège, il y avait une latinisation unitaire, mais les produits de cette latinisation se sont cassés en deux, à l'époque, en gros, carolingienne. Les langues... Oui, oui, Charlemagne. Ça ne se fait pas. Les productions linguistiques, les différences linguistiques, les actes linguistiques n'ont pas des dates comme les batailles ou comme les traités. C'est des choses qui se passent dans la longue durée. Et disons, à partir de l'époque carolingienne, les langues parlées autour de Lyon et de Genève n'ont pas accepté les innovations qui se sont produites dans le nord de la France. Si bien qu'autour... Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple de ces innovations? Oh, bah, c'est la chose la plus importante, c'est le mot rose. Les latins prononçaient rosa, rosa, si vous voulez. Les gens du pays prononcent rosa ou rosa. Les gens du pays franco-provençal prononcent rosa. Ils savent prononcer le A inaccentué final. Le français prononce rose. Et si on veut lui faire prononcer rosa, il prononce comme moi, rosa. Ben, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Le franco-provençal est une langue romane qui, comme toutes les autres langues romanes, sait prononcer des voyelles inaccentuées finales. Le français et la langue d'Oïl ne prononcent pas de voyelles inaccentuées finales. Les Français croient prononcer un mot très italien en prononçant Roma. Il ferait mieux de prononcer Rome. C'est plus italien que Roma. Donc, cette latinisation s'est faite sur un fond celtique aussi. Il y a un substrat celtique, bien sûr. Qu'est-ce qu'il en reste, par exemple, dans le vocabulaire Il en reste beaucoup. Il en reste Wartburg, un excellent romaniste, expliquait que les mots celtiques étaient des mots péjoratifs et que les mots latins prenaient au contraire la bonne qualité. Le mot vin, vinum, est latin, tandis que le mot celtique qui est resté, c'est la lie de vin. Ah oui. Bon. Dans notre région, il y a un mot qui est resté, c'est le mot pour dire traire les vaches. Traire les vaches se disait, il est difficile de le dire en gaulois. Le gaulois, on le prononce sous sa forme latinisée. C'est un mot, le mot gaulois signifiant traire est rentré dans le latin des Gaules. Et il faisait le verbe bligiticare, qui donne le verbe bléchier ou bléchi en savoyard. Et bléchi fonctionne toujours en patois savoyard. Il veut dire traire, mais une partie de la traite, il veut dire les dernières, bien égoutter les dernières gouttes de lait. Le reblochon. Le reblochon, comme on dit à Tône, mais après c'est devenu reblochon, etc. Reblochon est un mot d'origine gauloise par l'intermédiaire du verbe bléchi qui veut dire traire, qui voulait dire traire, au sens général, et qui voulait dire ensuite tirer les dernières gouttes du lait. Et on voit sur quel substrat ça se fonde. Est-ce qu'il y a eu, avec les invasions, des nouveaux mots qui sont arrivés dans ce franco-provençal? Il y en a eu autant, le calcul n'a pas été fait, autant qu'à Paris, autant qu'à Marseille. Il y en a eu autant à Lyon. Des mots... la France a longtemps été un pays bilingue, latin, germanique, pendant l'époque mérovingienne et carolingienne.
Le bilinguisme était plus fort au nord de la France, était moins fort dans notre pays, était peut-être encore moins fort en pays occitans, mais des mots germains sont venus dans toutes les régions. La longue inimitié qu'il y a eu entre la France et l'Allemagne nous fait savoir que le mot guerre, que le mot honte, que le mot laideur, que le mot brandir, etc., sont des mots germaniques, mais il ne faut pas croire que les germaniques n'ont apporté que des mots guerriers. Le mot guérir, en latin c'était sanare, et guérir, c'est un mot germanique. Le mot garder et regarder, c'est un mot germanique. Et puis pour bien connaître l'essentiel, je vais vous dire un mot d'origine germanique auquel on ne pense jamais, le mot France. Le mot français est un mot d'origine germanique. Il y a eu, et cela n'a pas fait que le français soit une langue allemande, une langue germanique. Il y a eu des mots. Actuellement, on a des quantités de mots anglais, mais les Français ne parlent pas anglais, même s'ils emploient des mots anglais. Et ils n'ont même pas l'habitude, la prononciation anglaise aussi facile qu'on pourrait le croire, parce qu'ils emploient des mots anglais. Donc, à partir de quand y a-t-il eu dans nos provinces de Savoie un bilinguisme, c'est-à-dire le français du roi, que vous avez appelé, est venu aussi s'installer à côté du franco-provençal. Comment cela s'est-il passé ? La Savoie ne dépendait pas du roi de France. Et la Savoie a adopté librement le français parce que le français était une chose commode, c'était une langue unitaire. Une langue unitaire est, dans un pays qui s'administre avec des actes écrits, une chose très utile. Vous avez un certain âge, moi aussi. Souvenons-nous de nos premières copies certifiées conformes. Il ne fallait pas faire une faute d'accent et une faute de virgule. Actuellement, c'est facile, on fait une photocopie, on tape un tampon, et maintenant, on n'a plus besoin de tampon. Mais pensez au Moyen-Âge. En langue d'Oïl, en ancien français avec tous ces dialectes variables, une copie certifiée conforme s'appelait un vidimus. Quand on voulait une copie d'un testament, on allait voir le secrétaire, la chancellerie, d'un grand seigneur, et on lui disait de faire une copie de ce testament. À l'époque de la langue d'Oïl, une copie n'était jamais faite dans le même dialecte. La copie était faite dans un mélange qui tenait du dialecte de l'écriture, du texte écrit, et du dialecte du copiste, qui mettait son grain de sel et qui mettait des morceaux de sa langue. Si bien qu'une copie, certifiée conforme, un vidimus, était un mélange de l'original et de l'écriture de celui qui avait recopié. On a dû tricher quelquefois. Si bien que les gens ont rêvé à une langue unitaire. Et les premiers ouvriers de cette langue unitaire, ça a été les notaires du roi, les notaires royaux. Ils ont imposé petit à petit un type de langue pour l'administration. Et notre français n'est pas né des écrivains, il est né des notaires, des administrateurs, des copistes.